Bonjour, bienvenue sur la Von Morgan. J'espère que vous allez bien. Il faisait beau tout à l'heure. Je me suis un peu reposée au soleil et puis j'ai à peine fermé les yeux que le gris s'est installé. Voilà, c'est comme ça, avec un peu de vent. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent. Je reprends tout de suite le chapitre 4, les grands cimetières sous la lune. Pardon, de Georges Bernanos. Je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup pour votre écoute. Oui, si j'étais revenue d'Espagne dans les dispositions du pamphlétaire, je me serais hâtée de mettre sous les yeux du public une image de la guerre civile capable de révolter sa sensibilité ou peut-être sa conscience. Malheureusement, le public aime les horreurs. Et lorsqu'on veut parler à son âme, il est préférable de ne pas donner le jardin des supplices pour cadre à cet entretien, sous peine de voir naître peu à peu, dans les yeux rêveurs, tout autre chose qu'un sentiment d'indignation ou même qu'un sentiment tout court. Retirez les mains de vos poches, mes enfants. Je dois dire aussi qu'après 3 années passées à l'étranger, je retrouvais mon pays si profondément divisé contre lui-même qu'à la lettre je ne le reconnaissais plus. Le printemps de 1937 a sans doute été l'un des plus tragiques des printemps français, un printemps de guerre civile. Les rivalités politiques cédaient aux haines sociales dans une atmosphère intolérable d'épouvante réciproque. La peur, la peur, la peur. Ce fut le printemps de la peur. Il faut que les forces de la vie soient bien puissantes pour que les marronniers aient fleuri quand même dans cet air gluant. Je ne reconnaissais même plus les visages. En finir et tout de suite, balbutiaient des gens paisibles. J'aurais pu traduire cette maxime familière en espagnol, eux ou nous. Ainsi se défiait par-dessus les vieilles tours de Notre-Dame le bourgeois d'Auteuil ou de Passy, le prolétaire de Ménilmuche, et qui d'ailleurs se coudoyait chaque jour dans les chantiers de l'exposition, ruisselant de pluie. Je n'avais rien à dire aux gens de gauche. C'est aux gens de droite que je désirais parler. Je crus d'abord la chose facile, et d'abord je les pensais mal informés. Or, ils l'étaient aussi bien que moi. Les Italiens en Espagne, tant mieux, jamais trop. Les Allemands aussi, parfait. Les exécutions sommaires, excellent. Pas de sensiblerie. Mais vos journaux nos journaux disent ce qu'il faut dire. J'espère bien que vous n'allez pas parler de ça tout de même. Vous n'allez pas faire le jeu de M. Jouot, non ? Imaginez qu'un charpentier en fer de l'exposition ait payé plus de 100 francs par jour. Oui, monsieur. Qu'aurais-je dit ? Je n'avais pas d'ailleurs beaucoup à dire. J'aurais voulu dire simplement, vous détestiez jadis jusqu'au mot de violence. Vous voilà prêt à la révolution. Méfiez-vous. Le fascisme et l'hitlérisme vous proposent des modèles de révolution. Je doute que vous puissiez tirer parti de celle-ci, car elles ne paraissent pas servir beaucoup les intérêts de votre classe, non plus que ses habitudes ou ses préjugés. Monsieur Mussolini et Monsieur Hitler sont ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas des vôtres. Entre nous, ils ne vous aiment guère. De plus, ils ont de l'honneur. Je doute que certaines de vos attitudes sociales leur soient très sympathiques, qu'ils permettraient par exemple aux petits commerçants d'élever sans cesse le prix de leurs marchandises, tout en prétendant, au nom de l'intérêt national, condamner le principe de l'augmentation proportionnelle des salaires, jugée désastreuse pour nos finances. Je doute qu'ils vous laisseraient jouer contre votre propre monnaie, tandis que vous sommez M. Jouot d'entretenir chez ses troupes l'esprit de désintéressement patriotique. Bref, je doute que les épiciers détaillants, dont M. Gignoux présidait l'autre jour le banquet corporatif, affirmant que l'abnégation de ces messieurs était en train de sauver l'Europe, se trouveraient très bien d'une révolution hitlérienne ou fasciste. Qu'ils aillent y voir eux-mêmes, qu'ils se rendent compte. Mais enfin, sais-je poursuivi, j'ignore sur quel modèle de révolution vous fixerez votre choix. J'ai vu précisément l'espèce de révolution la plus dangereuse pour vous, celle que vous ne devez pas faire. Vous aimez volontiers dire, d'un ton que je sais, devant certaines faiblesses des gens de votre classe, il y a des choses qui ne se font pas. Eh bien, la révolution que je viens de voir est une de ces choses-là. Le monde n'acceptera pas une terreur cléricale, bourgeoise ou militaire.
serait-elle 100 fois justifiée à vos yeux par la menace de l'autre terreur? Nous ne sommes plus ici dans la morale, que voulez-vous que je vous dise? Nous sommes dans l'histoire. Je vois là d'abord une fatalité historique contre laquelle vous allez briser. Mes raisons valent ce qu'elles valent. Je voudrais qu'elles puissent se suffire à elles-mêmes. Quiconque ayant réfléchi un moment à la situation actuelle des partis bien pensants, tels que les incidents du procès Larocque l'ont fait paraître, à l'esprit des troupes, à la qualité des chefs, et refuse de comprendre qu'il leur manque encore les premiers éléments nécessaires à une véritable restauration nationale, qu'un coup de force fait dans de telles conditions ne saurait aboutir à la création d'un nouvel ordre, mais à la consolidation de l'ordre actuel avec toutes ses tares, grâce à la mise au mur ou à la mise en tôle des mécontents, des mauvais esprits. Quiconque se refuse à convenir que si les bons Français ne manquent pas, ils n'ont ni cadre ni doctrine, que leur premier devoir est de se retrouver, de se reconnaître, de rompre toute solidarité avec des intérêts et des politiques dont la presse devrait suffire à assurer le service, et qui les compromettent si gravement envers des adversaires de bonne foi qu'il faut atteindre, qu'il faut toucher, qu'il faut rallier quoi qu'il en coûte, à tout prix, coûte que coûte, car sinon il en coûterait la France. Quiconque souffre que des misérables avortons de l'être donnent à nos luttes sociales le caractère d'une guerre religieuse, d'une guerre de la civilisation contre la barbarie, range dans la seconde les prolétaires qui s'empoisonnent chez le bistrot, et dans la première le bistrot opulent qui les empoisonne. Celui-là, dis-je, n'a que faire des lignes qui vont suivre. Je ne fais appel à la pitié de personne. Je sais parfaitement qu'en ce XVIe siècle qui ressemble au nôtre, j'aurais en vain attiré l'attention des ligueurs guisards sur leurs propres injustices, assuré d'avance qu'ils m'eussent opposé aussitôt les injustices huguenotes, leur tractation avec l'Espagne, qu'ils auraient cru justifiée par celle des gens de la Réforme avec l'Angleterre, et pourtant, quelques années plus tard, huguenots et ligueurs tombaient dans les bras les uns des autres, et sans Marie de Médicis et l'assassin Concini, tous les Français, derrière Henri IV, allaient arracher les Pays-Bas aux renards de l'Escorial, faisaient notre pays maître de l'Europe. Oui, je me suis dit cela. Je me dis encore tout cela. Je crois même que si les circonstances m'avaient conduit sur la péninsule, un tel élargissement du champ visuel m'aurait peut-être découragé de tirer parti de mes expériences. Mais l'espèce de terreur dont je parlais tout à l'heure, je l'ai observée dans une petite île, facile à parcourir tout entière en un jour, d'une seule étape de motocyclette. C'est un peu comme si l'Espagne nationaliste, qu'explorent en hâte des reporters, réduite à l'échelle convenable, s'était trouvée rassemblée à portée de la main. Vous me direz que la terreur a pu y revêtir un caractère plus cruel. Je ne le crois pas. Je répète une fois de plus que la terreur n'y subissait pas la provocation d'une autre terreur, et le Mallorquin n'a jamais passé pour cruel, comme l'Andalou, par exemple, ou l'Asturien. Sur cette scène restreinte, il m'a été possible d'approcher tous les personnages. Du même coup d'œil, je voyais le geste qui commande et celui qui exécute, les chefs et les comparses. J'ai parlé aux uns et aux autres. J'ai entendu leurs justifications, partagé parfois leurs remords. L'idée que je me fais d'eux, après tant de mois écoulés, reste humaine, je le crois. Si le mot de terreur vous semble trop gros, cherchez-en un autre, que m'importe. Il est possible que vous lui donniez le sens de séisme qu'il évoque pour vous des incendies, les maisons croulantes, les cadavres lacérés par la populace. Or, la terreur dont je parle ne saurait fournir aucune de ces images, précisément parce que ceux qui l'organisent sont des gens pour qui l'ordre dans la rue est une nécessité absolue. Il est puéril de se représenter un tueur sous les aspects d'un brigand de mélodrame. Maximilien Robespierre était un bourgeois très comme il faut, déiste et moraliste. Soyez sûr qu'il aurait préféré la collaboration de bourgeois tels que lui à celle des sinistres carmagnols déchaînés par Danton. S'il avait disposé d'une armée disciplinée, d'une police intacte, d'une magistrature régulière, d'un clergé docile, d'une administration laborieuse, il eût tué autant de monde, il eût tué même beaucoup plus de monde, sans que le service des diligences, des postes ou de la voirie en ait souffert. Il est absolument inique de juger des rigueurs de la guerre civile dans l'un et l'autre camp par les mêmes signes extérieurs.
La terreur des rois catholiques en Flandre a versé plus de sang qu'aucune jacquerie. Le pillage d'une ville par la canaille n'en coûta-t-il pas un seul cadavre sera toujours un spectacle atroce. Lorsque les officiers de marine me rendaient visite à Palma, ils se récriaient sur la propreté des rues, l'ordonnance des tramways, que sais-je. Quoi ? Le commerce marche, les gens se promènent et vous dites qu'on tue. Allons donc. Ils ignoraient qu'un commerçant n'eût pas fermé sa boutique sans risquer sa tête. Ils ignoraient aussi qu'une administration jalouse du moral interdisait de porter le deuil aux parents des exécutés. En quoi diable voulez-vous que l'aspect extérieur d'une ville soit modifié parce que l'effectif des prisons a doublé, triplé, décuplé, centuplé, je vous le demande. Et si l'on tue discrètement 15 ou 20 malheureux par jour, les tramways cesseront-ils pour autant de rouler, les cafés de s'emplir et les églises de retentir du chant du Te Deum ? Pour moi, j'appelle terreur tout régime où les citoyens, soustraits à la protection de la loi, n'attendent plus la vie ou la mort que du bon plaisir de la police d'État. J'appelle le régime de la terreur le régime des suspects. C'est ce régime que j'ai vu fonctionner 8 mois. Ou, plus exactement, il m'a fallu 10 mois pour en découvrir, rouage après rouage, le fonctionnement. Je le dis, je l'affirme. Je n'exige nullement qu'on me croie sur parole. Je sais que tout se saura un jour, demain, après-demain, qu'importe. Monseigneur l'évêque de Palma, par exemple, en sait autant que moi, plus que moi. J'ai toujours pensé que notre Saint-Père le Pape, torturé, dit-on, par le problème de la guerre civile espagnole, aurait grand intérêt à questionner ce dignitaire sous la foi du serment. Qu'est-ce que le régime des suspects ? Un régime où le pouvoir juge licite et normal non seulement d'aggraver démesurément le caractère de certains délits, dans le but de faire tomber les délinquants sous le coup de la loi martiale, le geste du poing fermé puni de mort, mais encore d'exterminer préventivement les individus dangereux, c'est-à-dire suspects de le devenir. Pour repérer ces éléments indésirables, il convient de s'assurer le service des délateurs. Le régime des suspects est donc aussi le régime de la délation. Tout cela s'écrit en noir sur blanc. Il faut voir, il faut comprendre. Voilà une petite île bien calme, bien coite dans ses amandiers, ses orangers, ses vignes. La capitale n'a guère plus d'importance qu'une vieille ville quelconque de nos provinces françaises. La seconde capitale solaire n'est qu'un bourg. Les villages isolés les uns des autres, perchés à flanc de montagne ou disséminés dans la plaine, ne communiquent entre eux que par de mauvaises routes ou de rares pataches aux moteurs essoufflés. Chacun de ces villages est un monde fermé, avec ses deux parties, celui des prêtres et celui des intellectuels, auquel s'agrège timidement celui des ouvriers. Il y a encore le châtelain, qu'on ne voit d'ailleurs qu'au beau jour, mais qui connaît ses têtes, a noté depuis longtemps les mauvaises, en compagnie du curé, son compère. N'importe. La gentillesse des mœurs espagnoles fait que ce monde-là vit d'accord, danse ensemble les soirs de fête. Du jour au lendemain, ou presque, chacun de ces villages a eu son comité d'épuration, un tribunal secret, bénévole, généralement ainsi composé. Le bourgeois propriétaire ou son régisseur, le sacristain, la bonne du curé, quelques paysans bien pensants et leurs épouses, et enfin les jeunes gens hâtivement recrutés par la nouvelle phalange, trop souvent convertis d'hier, impatients de donner des gages, ivres de l'épouvante qu'inspire tout à coup à de pauvres diables la chemise bleue et le bonnet à pompons rouges. Je l'ai déjà écrit, je l'écrirai encore. 500 phalangistes le 17 juillet, 15 000 quelques semaines plus tard, puis 22 000. Bien loin de contrôler ce recrutement vertigineux, l'autorité militaire le favorise de tout son pouvoir car elle a son plan. Le jour venu, la besogne faite, rien ne sera plus facile que de désarmer une multitude dont la poussée a rompu les anciens cadres et à laquelle on a fourni de nouveaux, faits à sa mesure, des cadres policiers. Puis on la versera par fournée dans la troupe. L'épuration sera terminée. Car l'épuration est le dernier mot de cette guerre, tout le monde le sait. Ou commence à le savoir, ou le saura. Il faut en finir, que d'abjects imposteurs traduisent à peu près ainsi « délivrons le tombeau du Christ » n'a jamais signifié que l'extermination systématique des éléments suspects. Il n'y a pas là de quoi surprendre. Tel était en 1871 exactement le vœu unanime des gens de Versailles.
2 siècles avant la Terreur, les mêmes formules ont servi pour justifier le massacre des prisons après la Saint-Barthélemy que dans une lettre au pape Catherine de Médicis compare à la victoire de Lépante. La nuit même, Rome s'était illuminée de feux de joie. Toutes les terreurs se ressemblent, toutes se valent, vous ne me ferez pas distinguer entre elles, j'ai vu trop de choses maintenant, je connais trop bien les hommes, je suis trop vieux. La peur me dégoûte chez tout le monde, et derrière les belles paroles des massacreurs, il n'y a qu'elle. On ne massacre jamais que par peur, la haine n'est qu'un alibi. Je ne crois pas M. Hitler ou M. Mussolini des demi-dieux, mais je rends simplement hommage à la vérité en disant que ce sont des hommes sans peur. Ils n'auraient jamais souffert chez eux d'organiser les massacres, ils n'auraient jamais présidé en uniforme de soldats ces grandes assises de la peur. L'épuration à Majorque a connu 3 phases, assez différentes, plus une période préparatoire. Au cours de cette dernière, on nota sans doute des exécutions sommaires, opérées à domicile, mais qui gardaient, ou semblaient garder, le caractère de vengeance personnelle plus ou moins réprouvé par tous et dont on se confiait les détails à voix basse. C'est alors qu'apparut le général comte Rossi. Le nouveau venu n'était naturellement ni général ni comte ni Rossi, mais un fonctionnaire italien appartenant aux chemises noires. Nous le vîmes, un beau matin, débarquer d'un trimoteur écarlate. Sa première visite fut pour le gouverneur militaire nommé par le général Goded. Le gouverneur et ses officiers l'accueillirent poliment. Ponctuant son discours de coups de poing sur la table, il déclara qu'il apportait l'esprit du faisceau. Quelques jours plus tard, le général entrait avec son état-major dans la prison de San Carlos et le comte Rossi prenait le commandement effectif de la phalange. Vêtu d'une combinaison noire, orné sur la pointe d'une énorme croix blanche, il parcourut les villages, pilotant lui-même sa voiture de course que s'efforçait de rejoindre dans un nuage de poussière d'autres voitures remplies d'hommes armés jusqu'aux dents. Chaque matin, les journaux rendaient compte de ses randonnées oratoires, où, flanqué de l'alcade et du curé, dans un étrange sabir mêlé de Mallorquins, d'Italiens et d'Espagnols, il annonçait la croisade. Certes, le gouvernement italien disposait à Palma de collaborateurs moins voyants que cette brute géante qui affirmait un jour, à la table d'une grande dame parmesane, en essuyant ses doigts à la nappe, qu'il lui fallait au moins une femme par jour. Mais la mission particulière qui lui avait été confiée s'accordait parfaitement à son génie. C'était l'organisation de la terreur. Dès lors, chaque nuit, des équipes recrutées par lui opérèrent dans les hameaux et jusque dans les faubourgs de Palma. Où que ces messieurs exerçassent leurs ailes, la scène ne changeait guère. C'était le même coup discret frappé à la porte de l'appartement confortable ou à celle de la chaumière, le même piétinement dans le jardin plein d'ombre, ou sur le palier le même chuchotement funèbre, qu'un misérable écoute de l'autre côté de la muraille, l'oreille collée à la serrure, le cœur crispé d'angoisse. « Suivez-nous » Les mêmes paroles à la femme affolée, les mains qui rassemblent en tremblant les hardes familières jetées quelques heures plus tôt, et le bruit de moteur qui continue à ronfler, là-bas, dans la rue. « Ne réveillez pas les gosses, à quoi bon? Vous me menez en prison, n'est-ce pas, Seigneur? »« Perfectamente » répond le tueur qui parfois n'a pas 20 ans. Puis c'est l'escalade du camion où l'on retrouve 2 ou 3 camarades, aussi sombres, aussi résignés, le regard vague. « Hombre » La camionnette grince, s'ébranle. Encore un moment d'espoir, aussi longtemps qu'elle n'a pas quitté la grande route. Mais voilà déjà qu'elle ralentit, s'engage en cahotant au creux d'un chemin de terre. Descendez, une descente, s'aligne, baise une médaille ou seulement l'ongle du pouce. Pan, pan, pan. Les cadavres sont rangés au bord du talus, où le fossoyeur les trouvera le lendemain. La tête éclatée, la nuque reposant sur un hideux coussin de sang noir coagulé. Je dis fossoyeur parce qu'on a pris soin de faire ce qu'il fallait non loin d'un cimetière. L'alcade écrira sur son registre un tel, mort de congestion cérébrale. Je crois entendre une fois de plus la protestation des lecteurs bien pensants. Alors quoi, toujours nous? Il n'y a que les nôtres qui tuent? Je ne dis pas que ce soit les vôtres.
Je vous mets en garde de toutes mes forces contre les politiciens et les journalistes qui, après avoir vécu si longtemps de votre sottise, de votre timidité, de votre impuissance, chatouillent le bourgeois français entre les cuisses et lui soufflent à l'oreille qu'il est un mal, qu'il peut faire sa terreur tout comme un autre alors qu'ils savent parfaitement que cette terreur, loin de libérer les bien-pensants, ne peut que lier le sort de ces malheureux à l'écume de la nation, seule capable de réaliser vraiment la terreur, qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite. Si je croyais les gens de droite capables de conquérir le pouvoir par la force, je ne prétends pas que je les encouragerais à la guerre civile, mais les politiciens de gauche me dégoûtent depuis si longtemps que je dirais sans doute « Eh bien quoi, mes enfants, à condition que vous ne vous conduisiez pas réciproquement comme des cochons, allez-y ». Mais ni les gens de gauche ni les gens de droite ne sont en mesure de s'affronter réellement. Ils ne réussiront qu'à crever le grand collecteur, et l'égout commencera de vomir sa fange jusqu'à ce que l'étranger, jugeant le niveau atteint, envoie ses égoutiers, chemise brune ou chemise noire. Avez-vous compris, Nigaud ? Depuis 50 ans, sous les noms de progressistes, d'opportunistes, de libéraux, de démocrates, de patriotes ou de nationaux, derrière les chefs les plus divers, on vous a vu perdre sur tous les tableaux, rater misérablement toutes vos entreprises. Qu'avez-vous tiré du 6 février, du scandale Stavisky, de la mafia ? Et nous vous verrions sans rien dire vous engager dans une voie si dangereuse. Vous ne savez même pas poser des ventouses et on vous chargerait d'une opération chirurgicale qui ne donne pas à notre pays plus d'une chance sur 20 de s'en tirer. La première phase d'épuration dura 4 mois. Au cours de ces 4 mois, l'étranger, premier responsable de ces tueries, ne manqua pas de figurer à la place d'honneur dans toutes les manifestations religieuses. Il était généralement assisté d'un aumônier recruté sur place, tout culotté, tout botté, la croix blanche sur la poitrine, les pistolets à la ceinture. Ce prêtre fut d'ailleurs fusillé depuis par les militaires. Nul n'aurait osé mettre en doute les pouvoirs discrétionnaires du général italien. Je sais un pauvre religieux qui le supplia humblement d'épargner la vie de 3 jeunes femmes prisonnières d'origine mexicaine qu'après les avoir confessées, il jugeait sans malice. « C'est bien, répondit le comte qui s'apprêtait à se mettre au lit. J'en parlerai à mon oreiller. » Le lendemain matin, il les fit abattre par ses hommes. Ainsi, jusqu'en décembre, les chemins creux de l'île, aux alentours des cimetières, reçurent régulièrement leur funèbre moisson de malpensants. Ouvriers, paysans, mais aussi bourgeois, pharmaciens, notaires. Comme je demandais à un médecin ami le cliché fait quelque temps auparavant par un de ses confrères radiologues, le seul radiologue de Palma, il me répondit en souriant. « Je me demande si on retrouvera l'objet. Ce pauvre X a été emmené en promenade l'autre jour. » Ces faits sont connus de tous. Une fois presque terminée l'épuration sur place, il fallut penser aux prisons. Elles étaient pleines, vous pensez. Plein aussi les camps de concentration. Plein encore les bateaux désarmés, les sinistres pontons gardés nuit et jour, sur lesquels, par excès de précaution, dès la nuit close, passait et repassait le lugubre pinceau d'un phare que je voyais de mon lit, hélas. Alors commença la seconde phase, celle de l'épuration des prisons. Car un grand nombre de ces suspects, hommes ou femmes, échappaient à la loi martiale faute du moindre délit matériel susceptible d'être retenu par un conseil de guerre. On commença donc à les relâcher par groupes, selon leur lieu d'origine. À mi-chemin, on vidait la cargaison dans le fossé. Je sais. Vous ne me laissez pas continuer. Combien de morts ? 50 ? 100 ? 500 ? Le chiffre que je vais donner a été fourni par un des chefs de la répression parmesane. L'évaluation populaire est bien différente, n'importe. Au début de mars 1937, après 7 mois de guerre civile, on comptait 3000 de ces assassinats. 7 mois font 210 jours, soit 15 exécutions par jour en moyenne. Je me permets de rappeler que la petite île peut être facilement traversée en 2 heures de bout en bout. Un automobiliste curieux, au prix d'un peu de fatigue, eût donc tenu facilement la gageure de voir éclater 15 têtes mal pensantes par jour. Ces chiffres ne sont pas ignorés de Monseigneur l'évêque de Palma. Évidemment, cela vous coûte à lire. Il m'en coûte aussi de l'écrire. Il m'en a plus coûté encore de voir, d'entendre. Moins que vous ne pensez, peut-être. Nous avons tenu bon, ma femme et moi, non par bravade, ni même dans l'espoir d'être très utiles. Nous pouvions si peu de choses, en somme. Mais plutôt par un sentiment de solidarité profonde envers de braves gens
dont le nombre grandissait chaque jour, qui avait connu nos espoirs, nos illusions, s'était défendu pied à pied contre l'évidence, partageait enfin nos angoisses. Ils n'étaient pas libres, et nous l'étions. Je pense à ces jeunes phalangistes ou requêtés, à ces vieux prêtres, l'un d'eux ayant prononcé des paroles imprudentes dû avaler 1 litre d'huile de ricin, sous la menace du revolver. Si j'avais vécu là-bas dans l'intimité d'hommes de gauche, il est probable que leur manière de protester eût déclenché en moi certains réflexes de partisans dont je ne suis pas toujours maître. Mais la déception, la tristesse, la pitié, la honte lient bien plus étroitement que la révolte ou la haine. On s'éveille le matin harassé, on va partir et voilà qu'on rencontre dans la rue, à la table de café, sur le seuil de l'église, tel ou tel qu'on a cru jusqu'alors du côté des massacreurs et qui vous dit tout à coup les yeux pleins de larmes « C'est trop, je n'en puis plus. Voilà ce qu'ils viennent de faire. » Je pense à ce maire d'une petite ville auquel sa femme avait aménagé une cachette dans la citerne. Le misérable, à chaque alerte, s'y pelotonnait au fond d'une sorte de niche, à quelques centimètres de l'eau dormante. Ils l'ont tiré de là en plein décembre, grelottant de fièvre. Ils l'ont conduit au cimetière, abattu d'une balle dans le ventre. Et comme il ne se hâtait pas de mourir, les bourreaux qui buvaient non loin de là sont revenus avec la bouteille d'eau de vie un peu saoul. Ils ont enfoncé le goulot dans la bouche de l'agonisant, puis ils lui ont cassé sur la tête le litre vide. Je répète que ces faits sont publics. Je ne crains aucun démenti. Ah, l'atmosphère de la terreur n'est pas ce que vous pensez. L'impression est d'abord d'un énorme malentendu qui confond toutes choses, mêle inextricablement le bien et le mal, les coupables et les innocents, l'enthousiasme et la cruauté. Ai-je bien vu? Ai-je bien compris? On vous affirme que cela va finir, que c'est fini. On respire jusqu'au prochain massacre qui vous prend de court. Le temps passe, et puis quoi? Que voulez-vous que je vous dise? Des prêtres, des soldats, ce drapeau rouge et or, ni or pour l'acheter, ni sang pour le vendre. Il est dur de regarder s'avilir sous ses yeux ce qu'on est né pour aimer. J'avoue d'ailleurs qu'en de telles conjonctures, certains journaux français nous réconfortaient grandement. Lorsqu'on voit se multiplier de semaine en semaine les avions fascistes, bénis par l'archevêque de Palma, les côtes, jadis désarmées, se hérisser de batteries, lorsqu'on entend les officiers de marine italiens se vanter publiquement dans les cafés du bombardement de Malaga, il est excitant de déchiffrer dans sa propre langue les monotones dénonciations d'une presse accroupie à chaque gare de la frontière pyrénéenne, l'œil à la serrure des water closets, prenant convulsivement des notes sur le papier de ses édicules. Pendant 7 mois, jamais pendant 7 mois, la moindre allusion aux manquements italiens ou allemands. Jamais. Tout de même, voilà des gens qui ne sont pas souvent d'accord entre eux. PPF, PSF, AF, SF, JP, LPF. Et depuis la campagne d'Abyssinie, tous unis, tous solidaires du nouvel empire. Les citations de ces patriotes s'emboîtaient si exactement dans les articles des publicistes italiens ou espagnols qu'on les eût cru faits sur mesure. C'est drôle. Voyons. Il n'est pas un seul Français ayant séjourné plus de 6 mois au-delà des Pyrénées qui puisse ignorer la haine séculaire des droites espagnoles, particulièrement de l'armée et du clergé, pour notre pays. Cette haine s'est maintes fois affirmée pendant la guerre. Il n'y a que la canaille et moi qui aimions la France, disait Alphonse XIII. Je ne sais ce que vaut, à l'intérieur de nos propres frontières, le défaitisme national des nationaux. Je crois que le plus aigri de ces messieurs eût rougi des commentaires méprisants dont la propagande assaisonnait sa prose. J'entends encore ce commandant qui, un soir, à Malacor, sous le feu du croiseur républicain Libertad, croyant naïvement me faire plaisir, m'affirmait dans un français mal assuré, mais avec l'accent d'une mâle et fraternelle condoléance, « Que voulez-vous, monsieur, nos pays, ces 2 fameuses crapules. » Il était, lui, catalan. Je suis restée à Majorque aussi longtemps que j'ai pu, parce que j'y regardais en face les ennemis de mon pays.
Cet humble témoignage avait son prix puisque n'ayant nulle attache avec les rouges de là-bas ou d'ailleurs, connus par tous comme catholiques et royalistes, j'affirmais si peu que je vaille une France éternelle qui a survécu aux Armagnacs et aux Bourguignons comme aux ligueurs et aux Huguenots, comme à tous les fronts diversement cornus, parce qu'elle est d'instinct juste et libre et qu'elle n'a qu'un foyer, sa maison, la maison de France où, passé le seuil, nous sommes tous égaux, enfants de la même mère. N'en déplaise aux imbéciles, la France ne sera méprisée dans le monde que lorsqu'elle aura finalement perdu l'estime d'elle-même. Quiconque parle non en politicien mais en français est toujours sûr d'être compris. Nul n'ignorait à Palma que mon fils fut lieutenant de phalange. On me voyait souvent à la messe. J'étais lié d'amitié depuis longtemps avec des chefs insurgés, redoutés des suspects. D'où vient que des gens à peine connus de moi me parlaient librement, alors que la moindre indiscrétion de ma part eût pu leur coûter la liberté ou la vie? Eh bien, je le dis comme je le pense. On sait encore dans le monde qu'un Français ne se fait pas l'auxiliaire de la police, voilà tout, qu'un Français est un homme libre. Les turiféraires du général Franco n'ont probablement jamais pensé à ça. Pardon. Il ne faudrait pas croire que l'épuration des prisons mit brusquement fin à l'activité des équipes d'épuration à domicile. Elle la ralentit seulement. Les villages isolés respirèrent, le plus gros du service se faisant désormais aux alentours immédiats de Palma. Mais le but poursuivi par l'autorité militaire, qui était de limiter le scandale, ne fut pas atteint pour autant. Les parents des exécutés n'avaient jadis que quelques pas à faire pour reconnaître leur mort. Il y fallait maintenant un voyage coûteux et des formalités rendues écœurantes par le grand nombre des solliciteurs et des solliciteuses, les registres des prisons se trouvant rarement d'accord avec le carnet du fossoyeur, cause de dégoûtants quiproquos. En désespoir de cause, les fosses communes ne livrant pas leurs secrets, il ne resta plus aux familles qu'une ressource. Le fonctionnaire bénévole les invitait à fouiller dans le tas de hardes pour tâcher d'y découvrir la chemise ou le caleçon du mort. Je m'efforce d'écrire cela sans phrase. Je n'ajouterai rien à l'intention de ceux qui me croiraient capable d'avancer les faits sans preuve ou sur de simples racontards. Je ne dénonce pas, moi, une mafia plus ou moins hypothétique. Ces faits sont publics. Approuvés du plus grand nombre, désapprouvés par quelques-uns, ils n'étaient mis en doute par personne. Hélas, il faudrait bien des pages pour faire comprendre qu'à la longue, ils ne révoltaient plus. La raison, l'honneur les désavouait, la sensibilité restait engourdie, frappée de stupeur. Un égal fatalisme réconciliait dans le même hébétement les victimes et les bourreaux. Oui, la guerre civile ne m'a fait vraiment peur que le jour où je me suis aperçu que j'en respirais, presque à mon insu, sans haut le cœur, l'air fade et sanglant. Que Dieu ait pitié des hommes. D'une telle apathie, au sens exact du mot, je pourrais donner bien des exemples. Je retiendrai seulement une interview prise à des religieuses de Porto Cristo et qui parut in extenso dans tous les journaux de Palma. El Dia, El Almudena, Diarico Católico, dit la manchette, Ultima Hora. La minuscule ville de Porto Cristo fut le point de débarquement des forces catalanes en août 1936. Elles n'en purent d'ailleurs jamais déboucher, se rembarquèrent 6 semaines plus tard. Ces religieuses dirigeaient un pensionnat, désert alors, en ce temps de vacances. La supérieure comptait donc aux journalistes avec verve l'entrée des rouges. Le premier contact de ces filles épouvantées avec les miliciens de Barcelone, qui leur donnèrent brutalement l'ordre de préparer des lits pour les blessés. Au milieu du désordre paraît tout à coup un Sud-Américain, une sorte de géant, revolver à la main, qui se présente ainsi.
Mes sœurs, je suis catholique et communiste. Je brûle la cervelle au premier qui vous manquera de respect. Pendant 2 jours, il se multiplie, ravitaille les infirmières, pense avec elles les blessés dont le nombre s'accroît sans cesse et dans les rares moments de loisir poursuit avec la supérieure une controverse cocasse qu'elle rapporte aux journalistes sur un ton d'humour assez touchant. Enfin, l'aube du 3e jour commence à poindre et la religieuse terminait ainsi son récit. Nous entendons une vive fusillade, les blessés s'inquiètent, les miliciens partent en courant, nous nous jetons toutes à genoux, suppliant le ciel en faveur de nos libérateurs. Les cris de « Viva España, arriba España » commencent de retentir à nos oreilles. Les portes cèdent. Que vous dire de plus? Les braves soldats entrent de toutes parts, règlent leur compte aux blessés. Notre Sud-Américain est tué, le dernier. Comme j'exprimais quelques jours plus tard mon étonnement au journaliste madrilène, auteur de l'article, il publia le lendemain une espèce de justification laborieuse dont je retiens ceci. Certaines âmes généreuses croient devoir se révolter contre les nécessités de la guerre sainte. Mais qui fait la guerre doit se conformer à ses lois. Et la première loi de la guerre ne s'énonce-t-elle pas ainsi? Malheur aux vaincus. Mise en méfiance par le grandissant dégoût qu'elle sentait monter autour d'elle et que risquait de rendre dangereux le mécontentement de la phalange, à laquelle on venait de retirer brusquement ses armes et ses chefs, l'autorité militaire adopta une 3e méthode d'épuration, plus discrète encore. La voici, dans sa simplicité. Les prisonniers jugés indésirables recevaient un matin la nouvelle de leur libération, consécutive à un non-lieu. Ils signaient le registre d'écrou, donnaient reçu des objets jadis confisqués, ficelaient leurs baluchons, accomplissaient enfin une à une les formalités indispensables en vue de dégager l'administration pénitentiaire de toute responsabilité future. À 2 heures du matin, on les libérait 2 par 2. C'est-à-dire qu'au seuil de la porte, ils se trouvaient dans une ruelle déserte en face d'un camion parmi des hommes revolver au poing. « Silence, nous vous ramenons chez vous. » On les emmenait au cimetière. La personne que les convenances m'invitent à nommer Monseigneur l'évêque de Majorque a signé la lettre collective de l'épiscopat espagnol. J'espère que la plume a dû trembler dans ses vieilles mains. Il n'a rien pu ignorer de ces meurtres. Je le lui dirai en face, où et quand l'on voudra. Je lui rapporterai encore ce témoignage. Un des chanoines de sa cathédrale qu'il connaît bien, prédicateur en renom, licencié en théologie, avait toujours paru approuver sans restriction l'autorité militaire. Ce parti pris inquiétait l'une de ses pénitentes qui n'avait jamais osé cependant l'interroger. Ayant eu connaissance des faits rapportés plus haut, elle crut l'occasion bonne de rompre le silence. Le malheureux l'écouta sans marquer la moindre surprise. « Mais enfin, vous n'approuvez pas que... » « Je n'approuve ni ne désapprouve, répondit ce prêtre sinistre. Votre grâce ne se fait malheureusement aucune idée des difficultés de notre ministère dans cette île. À la dernière réunion générale des curés, sous la présidence de Monseigneur, nous avons eu la preuve que l'année dernière, 14% seulement des Majorcains avaient fait leur Pâques. Une situation si grave justifie des mesures exceptionnelles. Elle les justifie en effet. Quelques semaines avant Pâques, l'autorité religieuse, d'accord avec l'autorité militaire, procéda au recensement des fidèles. On fit distribuer à cet effet à chaque personne en âge d'accomplir le devoir pascal une feuille imprimée. Cette feuille portait au recto. 1937, monsieur, madame ou mademoiselle, domicilié à rue, numéro, étage, a fait ses Pâques à l'église de. Au verso, il est recommandé d'accomplir le devoir pascal dans sa paroisse. Quiconque l'aurait accompli dans une autre église devra en apporter la justification à son recteur. Une souche, facilement détachable grâce à un pointillé, portait l'indication suivante. Pour la bonne administration, il est prescrit de détacher cette souche et de la faire parvenir dûment remplie au curé de la paroisse. On pourra également la déposer dans la boîte destinée à cet usage. Est-il besoin d'ajouter que les confessionnaux ne désemplirent plus? L'affluence des pénitents sans expérience fut même telle que le curé de Terreno crut devoir procéder à la distribution d'une nouvelle feuille. Après avoir fait cette remarque singulière, mais parfaitement opportune, que la principale difficulté dans l'acte de la confession n'était pas tant d'avouer ses péchés que de savoir quoi dire, en no saber que confessar o como expresarse,
Il donnait en 15 lignes la formule d'un examen de conscience extrêmement réduit. La feuille portait encore ce post-scriptum. Nota bene, no olvides colocar tu billete del cumplimiento en el cajón del cancel para poder formar el censo. N'oublie pas de déposer le certificat dans la boîte pour pouvoir établir le sens. Le sens comme l'argent qu'on donne. Il n'est pas un prêtre mallorquin qui oserait nier qu'une telle mesure prise en pleine terreur ne pouvait que multiplier les sacrilèges. Que dire de plus? Dieu sait les noms des irréductibles, en petit nombre, qui, se croyant sans doute ses ennemis, gardaient toutefois, à leur insu, dans les veines, assez de sang chrétien pour ressentir l'injure faite à leur conscience, répondre non à ces sommations insolentes. Puissent-ils retrouver le Christ? Puissent-ils, le jour venu, juger leur juge? Ce caractère de vengeance exercé au nom du Très-Haut a de quoi flatter évidemment des races trop riches en sang juif ou morts. Mais s'il est capable d'exalter un certain nombre de fanatiques, je crois qu'il rend plutôt à l'immense majorité des Espagnols un service en vérité plus humble. Il est pour les uns une excuse sournoise, il les dispense de remords en leur permettant de se décharger de toute responsabilité dans l'autre monde sur les robustes épaules de leurs confesseurs. Les autres acceptent la formule comme ils ont accepté le vocabulaire fasciste ou le matériel de guerre livré à crédit par les usines italiennes. Hombre. On aurait tort de croire, par exemple, que les militaires se montrent plus féroces que les boutiquiers, dont ils ne sont d'ailleurs désormais que les instruments, à l'exemple des soldats du général de Galifet. J'avoue avoir été surpris un moment de l'aisance avec laquelle tel capitaine mallorquin, sorti du rang, parvenu à l'âge de la retraite et déjà si fatigué qu'on ne le voyait plus guère au café sans sa dame et sa demoiselle, appliquait chaque après-midi à de pauvres diables qui lui ressemblaient pourtant comme des frères, une loi qui n'avait plus de loi que le nom. Je citerai notamment le cas de l'ancien maire de Palma, vieux médecin notoire, en faveur duquel étaient venus spontanément témoigner des supérieurs de maisons religieuses, et d'ailleurs époux d'une femme connue pour sa piété. On ne put relever contre lui que son inscription au parti radical. Il n'en fut pas moins condamné à mort et fusillé. Un matin du dernier printemps, lié sur une chaise, passant d'un lit d'hôpital au lieu de son sacrifice après que les infirmières se furent employées toute une nuit, sa dernière nuit, à entretenir par des piqûres son cœur défaillant. Comme je m'étonnais qu'on lui ait fait attendre plus de 6 mois une mort inévitable, on me fit cette réponse. Ce n'est pas notre faute, nous l'avons gardé en vie aussi longtemps qu'ont duré les formalités de la confiscation, car le malheureux était riche. Encore une fois, je ne dresse pas de réquisitoire, je n'attends pas d'être cru sur parole, je répéterai sans me lasser que Majorque est à 24 heures de Marseille. À quoi bon multiplier les témoignages puisqu'un jour prochain, les sceptiques n'auront qu'à aller les ramasser encore chauds sur place. Le vieux Lenôtre, dans un livre pourtant digne de louange, n'évoque guère du tribunal révolutionnaire qu'un fantôme. La salle bouillonnante pleine de cris, de sanglots, d'éclats de rire n'est plus qu'une crypte silencieuse peuplée d'ombres. Mais le vieux Lenôtre écrivait plus d'un siècle après les événements. Le Paris de 1793 était d'ailleurs une sorte de carrefour, au lieu que cette petite île mallorquine est un vase clos. Le sang n'y séchera pas vite. Si j'interrogeais sur de tels faits les militaires, ils me répondraient qu'ils exécutaient une consigne et qu'ils l'exécutaient publiquement, comme pourront d'ailleurs s'en convaincre tous les curieux en se procurant la collection d'un journal quelconque de Palma où paraissaient les comptes rendus. J'aurais beau dire qu'un jugement n'est pas une consigne, les officiers juges me riraient au nez. « De quoi vous mêlez-vous » dirait-il. « Nous avons à Barcelone ou à Valence des camarades de promotion qui font exactement la même chose que nous, bien qu'aux dépens d'une autre catégorie de citoyens. » À la sortie de l'école militaire, on nous désigne, nous, l'artillerie, la cavalerie ou l'infanterie, suivant le numéro de notre classement. On nous fourre maintenant dans la justice. C'est évidemment une drôle d'arme, mais tant que nous y restons entre nous, le mal n'est pas grand. 1000 Pékins rouges à Valence, 1000 Pékins blancs à Séville. C'est ce qu'on appelle aux dames éclaircir le jeu. D'ailleurs, à quel titre vous inquiétez-vous de nos consciences ? En bons Espagnols, nous ne nous posons pas sur le bien et le mal, comme vous autres Français, des questions superflues. À supposer qu'il existe, n'y eût-il qu'une chance pour qu'il existât, risquons-nous l'enfer, oui ou non ? C'est à nos prêtres de répondre. Qu'ils aient tort ou raison, que voulez-vous que cela nous fasse ? Il nous suffit bien d'être hors de jeu. S'ils ont mal interprété la loi, tant pis pour les révérends.
Après tout, peut-être Dieu nous les donnera-t-il à juger dans l'autre monde. Soyez sûrs que nous leur appliquerons le règlement sans faiblesse. Et en attendant, chacun pour soi. Imaginez que le vent tourne, nous comprendrons alors parfaitement que ces ecclésiastiques se proclament une fois de plus des hommes de miséricorde qui n'ont jamais souhaité, pour les plus grands pécheurs, une autre pénitence que celle d'usage dans nos confessionnaux. Si pater et si ave. Nous trouverons très naturel qu'ils nous abandonnent ici-bas aux bras séculiers s'ils ne trouvent aucun autre moyen de prouver leur bienveillance à l'égard des vainqueurs. Notre sort une fois réglé, nous recevrons volontiers les secours de leur saint ministère exactement dans le même esprit que l'accueillaient hier encore, au dire du cardinal Goma, les républicains que nous envoyions au mur. Nous nous garderons bien d'aborder un sujet de conversation embarrassant alors pour eux et pour nous désormais sans intérêt, car l'expression de leurs regrets viendrait trop tard et il ne nous serait permis que d'en emporter le secret dans la tombe. Belle avance. Au lieu que, faute de mieux, leur absolution pourra toujours servir. Qui a raison ou tort dans cette affaire, nous n'en avons nul souci. Vous autres Français, vous ne séparez guère l'idée de pouvoir et celle de justice. Nous avons dans les veines trop de sang juif, nous jugeons au contraire qu'un des plus grands avantages de la puissance est de permettre d'être juste ou injuste à son gré. Peut-être ne nous faisons-nous pas de Dieu la même image que vous? Depuis des siècles, nous pensons qu'il vaut mieux être en règle avec sa foi qu'avec sa conscience. Nous voulons qu'une parfaite orthodoxie nous assure les bons offices de l'Église qui s'arrangera toujours des œuvres, pourvu que nous y mettions un peu de bonne volonté, fût-ce au dernier moment. L'idée que la foi est un don de Dieu, si précieux qu'il engage terriblement celui qui l'a reçu, fait de lui surnaturellement le débiteur d'autant de misérables auxquels il a été refusé par une mystérieuse prédestination dont la seule pensée devrait nous remplir d'épouvante, ne nous vient même pas, nous l'avouons. Nous aimons mieux nous servir bonnement du passeport dont nous sommes munis. S'il ne nous garantit pas absolument l'entrée des célestes parvis, il nous donne du moins en ce monde accès à l'immense basilique où c'est bien le diable si nous ne rencontrons pas un jour, parmi tant de saints miraculeux ayant chacun sa recette, une dévotion appropriée à notre cas. Un tel système nous épargne d'entrer jamais dans le débat où vous voulez nous entraîner. Nous n'envisageons nullement par exemple la question de bonne foi. La bonne foi n'est pas, à nos yeux, une circonstance plus atténuante que l'ivrognerie. Pendant des siècles, nous avons vu pendre ou brûler des criminels assurément de bonne foi puisqu'ils offraient leur vie en témoignage. Et croyez bien que la mauvaise foi ne nous soucie pas davantage. Beaucoup d'entre nous, par exemple, étaient démocrates. Nous détestions les fils de nobles, les neveux d'archevêques. C'est dur à présent d'envoyer au poteau un copain de promotion avec lequel on a jadis joyeusement porté la santé de l'armée républicaine et du nouveau drapeau tricolore, blagué les aristocrates et les calotins. Mais nos camarades réactionnaires se gardent bien de compliquer la situation. Ils savent ménager notre amour-propre. Au fond, ils trouvent la chose très naturelle. Vous autres, Français, finirez par nous montrer du mépris. Vous préféreriez les réfractaires aux renégats, du moins dans le secret du cœur. Avec ces scrupules-là, notre Sainte Inquisition n'eût pas fonctionné 8 jours. Les secrets de son long pouvoir, d'un prestige que la seule terreur n'explique pas, c'est d'avoir, au nom de Dieu, béni ensemble honoré le lâche qui sauve sa vie et l'homme sincère qui proclame librement la vérité qu'il a méconnue. Il a fallu qu'elle réhabilitât l'acte qui répugne entre tous à votre chevalerie occidentale, la rétractation sous la menace. Et pareillement, elle a réhabilité et honoré la délation, honoré et béni le délateur. La grandiose équivoque ainsi entretenue a mis pour toujours l'Espagne hors de vos voies. Une Jeanne d'Arc espagnole ne saurait se concevoir. Aussitôt que les circonstances nous le permettent, nous obéissons à une habitude séculaire en remettant au pouvoir, avec le soin de nos intérêts terrestres, notre conscience tout entière contre un reçu. Et pardon, je cherchais quand ça avait été publié. Mais je sais que Simone Veil en parlait, lui avait écrit. Après l'avoir lu, qu'elle est morte en 1942. Et elle l'avait écrit quand? Avant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Cette lettre.
Je me rappelle plus de la date. J'ai un problème avec les dates et les noms. Et l'heure. Je suis en retard. Parce que la délation, les camps qui ont ouvert dans le sud de la France pour les Espagnols. D'ailleurs, il y avait ce très bon livre de François Sureau qui fait juste un écho comme ça. C'était Le chemin des morts. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je pense que c'est bien pour les juristes de lire ça. Bref, il y a tellement de lectures à faire en parallèle et à s'entrecouper. Je parlerai même pas de... Je ne parle que des lectures. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Il faut que je me dépêche, je suis en retard. Et malgré tout, je ne me dépêche pas. Mais je vais le faire. Merci. Et à très bientôt pour la suite. Et pour d'autres lectures. Et je vous promets une lecture plus légère, plus joyeuse, bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Faites attention à vous surtout.